cette mobilisation sur l'île, propriété privée du milliardaire breton Vincent Bolloré au large de Concarneau. Malgré une interdiction préfectorale, il y a eu 150 embarcations qui ont convergé en mer vers l'île pendant qu'un village militant s'installait à terre. L'objectif des collectifs, c'était clair, dénoncer l'empire Bolloré, on le rappelle, qui concentre entre ses mains seules une part massive des médias, de l'édition, école de journalisme même et des manuels scolaires. Et s'en sert pour imposer ses idées d'extrême droite. Le média, notre correspondant Théo Perron y était. Il a pu interviewer un militant écologiste, Clément Sénéchal. Je vous propose de l'écouter. On a une action qui est antifasciste et c'est important pour l'écologie de montrer qu'aujourd'hui il y a une mobilisation forte contre la progression du racisme. Là c'est une mobilisation qui est contre l'empire Bolloré en particulier, qui est vraiment l'agent de diffusion et de propagation des thématiques racistes dans la sphère culturelle, avec les maisons d'édition, avec les médias, avec ces différents relais de propagande. Donc c'est important de montrer que le mouvement écolo, que le mouvement climat prend à bras le corps ces problématiques. On a besoin aujourd'hui en fait de renverser l'ordre social et pour ça on a besoin que les classes populaires aussi soient unies, soient solidaires entre elles, et c'est le racisme qui divise ces groupes sociaux et qui nous divise aujourd'hui. Et donc nous on lutte contre ça en premier lieu. On va commencer par le rappeler, Vincent Bolloré, c'est pas le gentil industriel breton qu'on veut nous présenter. Effectivement, c'est à la fois un empire économique, mais qui s'est basé sur notamment du néocolonialisme, avec le pillage de 46 pays en Afrique. On a d'ailleurs des associations africaines qui se mobilisent et qui traînent Bolloré en justice à juste titre, notamment pour corruption, pour exploitation des terres. Et c'est aussi un empire médiatique qui n'est évidemment pas innocent, parce que le fait de détenir une part de l'information, ça permet de contrôler ce qui passe dans les médias et de servir un agenda à la fois raciste, misogyne aussi. On rappelle quand même CNews qui classait l'interruption volontaire de grossesse comme étant la première cause de mortalité dans le monde, avec évidemment un silence sur le plateau, avec aucune contestation. Donc évidemment, CNews a été condamné pour ça, mais c'est par exemple des plateaux où on va discuter ménopause avec que des hommes sur le plateau. C'est par exemple un plateau où on va faire le lien entre les punaises de lit et l'immigration. Donc c'est vraiment des idées racistes diffusées à grande antenne sur CNews, mais c'est effectivement aussi des maisons d'édition, c'est les relais maintenant. Donc on voit bien que c'est une stratégie pour imposer un agenda raciste. Bolloré est un homme politique et par ailleurs, on a parlé de cette manifestation des soulèvements de la terre qui visait l'île du Loc, qui est une île qui a été privatisée, achetée par Vincent Bolloré et qu'il fait garder par un néo-nazi. Et donc évidemment, en bon patron, on sait très bien qu'il regarde le CV des personnes qu'il engage. C'est un néo-nazi extrêmement connu et qui fait partie en fait de la branche violente de l'extrême droite, puisque c'est Marc qui était du GUD, qui était aux Zouaves de Paris, qui a été condamné notamment pour avoir frappé des militants d'SOS Racisme pendant un meeting d'Éric Zemmour. Et ce n'était pas la première fois, puisqu'il s'en est aussi pris aux Gilets jaunes, à des bars antifascistes. Donc c'est un militant violent et qui a une connexion directe avec Bolloré. Et puis cette union des droites, LR et extrême droite, c'est là qu'il veut emmener la France. On se rappelle de Bolloré qui avait rencontré Ciotti à la veille de son ralliement avec Le Pen. Bien sûr, c'est son projet, à la fois la droite et l'extrême droite, et de plus en plus aussi, on peut parler de la Macronie, parce que Retailleau, qui est une figure du gouvernement Macron, œuvre aussi à ce rapprochement entre l'extrême droite et la droite pour créer en fait un bloc de plus en plus uni. On arrive de plus en plus avec difficulté à distinguer. Quand on regarde même, y compris Gabriel Attal, qui va proposer l'interdiction du voile pour les jeunes filles de moins de 15 ans, quand on voit Retailleau crier « à bas le voile », qu'est-ce qui peut le distinguer aujourd'hui du Rassemblement national? Et on voit bien que Bolloré est en sous-marin derrière, permet à ces hommes de se rencontrer et effectivement sert leur agenda, sert leur campagne. Alors on a parlé des médias, Bolloré a aussi des maisons d'édition, des écoles de journalisme, des manuels scolaires. L'information en France, clairement, c'est lui aujourd'hui finalement. Bien sûr, on sait que l'information fait partie de la bataille culturelle et donc on sait très bien que c'est une stratégie éclairée de Bolloré parce que c'est pas lucratif en soi de posséder des médias. Donc si il fait cette mainmise à la fois sur les journaux papier avec le JDD, sur les médias télévisuels, sur les maisons d'édition, c'est parce qu'il sait qu'il y a un intérêt à contrôler cette information, à diffuser ses idées, donc encore une fois misogyne, raciste, à alimenter en fait un climat de guerre interne presque. On voit avec ce nouveau complot musulman qui est porté par les médias et par le gouvernement.
Et derrière, Bolloré participe pleinement à cette bataille médiatique. Donc c'est important de défendre une pluralité dans les médias, de faire en sorte qu'il n'y ait pas de concentration dans les mains des milliardaires, parce qu'aujourd'hui, c'est une poignée de milliardaires qui détiennent 90% de l'information en France, et Bolloré est en tête de gondole. Alors cette poignée de milliardaires qui arrivent à contrôler les médias, ils y arrivent parce qu'ils ont des contacts. Toutes ces acquisitions, ils y arrivent avec ce qui est présenté dans le rapport d'Attaque et de l'Observatoire des multinationales grâce à des facilitateurs, c'est comme ça qu'ils appellent, et il y a des facilitateurs politiques et économiques. Oui, tout à fait. Et donc on voit en fait que c'est un petit monde qui se connaît très bien et qui en fait fait un hold-up sur la démocratie, parce qu'une démocratie, elle fonctionne si l'information est libre, si le pluralisme est garanti. Et aujourd'hui, on a un petit monde qui vit en vase clos et qui arrive en fait à s'accaparer l'ensemble des pouvoirs, à commencer par le pouvoir médiatique qui en fait est extrêmement lié au pouvoir économique et politique. On voit que Vincent Bolloré est un homme politique, est aussi effectivement un milliardaire avec des activités économiques, et c'est aussi un grand patron de médias. Alors, l'autre actualité en France, c'est la loi Duplon-Menonville. Elle sera envoyée en commission mixte paritaire, sans débat, à la suite de la motion de rejet votée par les députés du centre, de la droite, de l'extrême droite, écologistes et insoumis, dont vous faites partie, dénoncent un déni de démocratie. Mais c'est du jamais vu, parce qu'on a le rapporteur du texte lui-même qui propose de retirer son texte. Donc en fait, c'est un 49.3 déguisé, et c'est un parlementaire qui en fait dessaisit lui-même l'Assemblée nationale de son rôle de discuter, de débattre et de voter les lois. Et là, on parle quand même d'un texte fondamental, parce qu'on parle de la souveraineté alimentaire, et donc évidemment, il faut que les citoyens, que le peuple ait un contrôle et son mot à dire sur ce que l'on veut comme système de production, de consommation. Là, on parle de la réintroduction de pesticides tueurs d'abeilles, les néonicotinoïdes, et qui mettent en premier lieu en danger les agriculteurs et les agricultrices eux-mêmes. Alors même que cette loi est présentée comme une loi qui permettrait de faciliter l'exercice du métier d'agriculteur, en fait, on facilite juste la fin de la profession, et encore une fois, on met en danger les agriculteurs. On parle de cancer, de lymphome, de maladie de Parkinson, c'est des cas très concrets, on a des témoignages terribles qui sortent, et donc nous on dit, mais pas un agriculteur de plus malade de son propre métier, et surtout quand on écoute les paysans et les paysannes, la revendication principale, c'est celle de revenus dignes, c'est des prix rémunérateurs. Aujourd'hui, on ne vit pas quand on nourrit la population, parce que ce sont des salaires dérisoires et parce qu'on a une politique qui aujourd'hui vise à la concentration d'énormes exploitations finalement industrielles au détriment des petites fermes à taille humaine avec des méthodes vertueuses qui respectent la terre, parce qu'on le rappelle, la terre c'est l'outil de travail principal des travailleurs de la terre. Si on détruit la terre, plus rien ne peut sortir du sol. Et à un moment, les pesticides et les intrants, ça ne suffira plus, et ça aura en plus pollué l'eau, l'air et les sols, et puis tué encore une fois, les paysans et les paysannes. Il y a plusieurs choses qui posent problème dans ce texte. Vous l'avez rappelé, la réintroduction de pesticides dangereux, les néonicotinoïdes. Il y a aussi l'épandage par drone. C'était aussi une mesure qui avait été interdite et finalement elle est réintroduite. Et il y a la construction de méga-bassines qui va être autorisée. Ouais, alors que les méga-bassines, c'est quand même une maladaptation au dérèglement climatique. En fait, on veut répondre à la crise de l'eau en aggravant la crise de l'eau. Et on l'a vu avec les mobilisations à Sainte-Soline, comme quoi c'est une question extrêmement fondamentale qui fait débat et qui, évidemment, doit passer, du coup, en débat à l'Assemblée nationale. Nous, évidemment, on est pour un moratoire sur les méga-bassines parce que c'est l'accaparement d'un bien commun qui est l'eau, avec de l'argent public, mais pour une poignée seulement de paysans et de paysannes. Et en fait, plutôt de gros industriels, ceux qui sont déjà les plus aisés. Quand on regarde dans les Deux-Sèvres, les projets de méga-bassines, ce serait simplement pour 6% des agriculteurs. Donc c'est une mainmise d'une poignée sur une ressource commune. Et donc effectivement, en plus... Ce texte propose d'affaiblir tout un tas d'organismes, effectivement, de en fait, attaquer très frontalement la possibilité de faire une agriculture biologique et paysanne en France, alors qu'il faudrait encourager cette transition. Cette transition, elle est demandée par le monde paysan, parce qu'on a aujourd'hui un lobby très fort qui est la FNSEA. Par ailleurs, celui qui porte le texte est un ancien représentant de la FNSEA et qui donc est omniprésent dans les médias et fait croire que le monde paysan serait unanime derrière cette loi. C'est faux. J'étais hier avec la Confédération paysanne à Caen en manifestation. La Confédération paysanne s'est mobilisée partout dans le pays et en fait, le monde agricole ne demande pas d'affaiblir les normes environnementales. Il demande d'être protégé dans l'exercice du métier, d'être rémunéré correctement, et on est d'accord qu'il ne faut pas soumettre à concurrence les agriculteurs et les agricultrices face à des pays qui utiliseraient ces pesticides. Mais dans ce cas,
Il faut à la fois interdire tous ces pesticides au niveau européen, et c'est mon rôle, mais il faut aussi introduire une clause de sauvegarde qui dit qu'en fait, on n'importe pas de produits qui ont été cultivés avec les pesticides qui sont interdits en France. Parce qu'il faut évidemment de la cohérence, il ne faut pas exposer... voilà. Mais la mauvaise idée, ce serait de permettre de détruire la santé des gens parce qu'on l'a détruit ailleurs dans le monde. Ça, c'est pas cohérent non plus. Oui, puis on le rappelle, il n'y a pas une seule voix des agriculteurs, il y a la FNSEA et la Confédération paysanne. Alors tout à l'heure, vous parliez d'eau. L'eau, c'est un sujet qui vous tient à cœur. Il y aura la conférence des Nations Unies sur l'océan. Ce sera du 9 au 13 juin. Ça va réunir des chefs d'État, des scientifiques, des ONG, des entreprises. Ça s'appelle UNOC 3 parce que c'est la 3e conférence. Est-ce que vraiment, cette fois-ci, on peut avoir l'espoir que ça aboutisse sur quelque chose de concret ? C'est une occasion unique pour la France d'être fer de lance dans la diplomatie océanique. Oui, parce qu'on le rappelle, c'est à Nice, donc c'est un pays hôte, la France. La France accueille cet événement important des Nations Unies. On est quand même la 2e puissance maritime mondiale. Donc on a des atouts à faire valoir, mais évidemment, Emmanuel Macron décide de ne pas les utiliser. Il a dit que 2025 serait l'année de la mer, mais de la même manière qu'il s'est autoproclamé champion de la Terre, ce ne sera pas le champion de la mer, au vu des faibles annonces qu'il a fait. Là, pendant ces plus de 3 heures de discussion où personne n'écoutait sur TF1, il a annoncé soi-disant des mesures pour l'océan. D'une part, mettre le holà, je cite, dans les aires marines protégées, ce qui ne veut strictement rien dire, ça n'engage rien juridiquement, politiquement, donc c'est une annonce absolument creuse, et donc ça veut dire que les aires marines protégées en France seront encore une protection à la française, à savoir aucune protection du tout, alors qu'il faut des protections strictes pour permettre aux populations de poissons de se renouveler. Et c'est une mesure qui est aussi en faveur de la petite pêche, parce que si on vide l'océan des poissons, il n'y aura plus rien à pêcher demain. Donc c'est important de laisser les poissons se reproduire, grandir, pour qu'ensuite on puisse de nouveau pêcher. Ensuite, deuxième annonce, c'est un moratoire sur l'exploitation minière des fonds marins. Mais il a déjà fait cette annonce il y a 2 ans, donc rien de nouveau. Et la 3e et dernière annonce, c'est de dire que la France va tout mettre en œuvre pour qu'un maximum d'États ratifient un traité sur la haute mer. Mais ça, c'est déjà... c'était déjà ratifié en 2023. Tout à fait. Et donc c'est normal que les États fassent campagne pour ça. Mais encore une fois, il n'y a rien à la hauteur de l'enjeu. Parce que quand on parle d'océan, on parle du premier régulateur du climat, on parle d'un puits de carbone, on parle d'une respiration sur 2 permise grâce à l'océan, tout à fait. Et donc on parle de plus en plus de ce poumon bleu, et à juste titre, mais pour que l'océan puisse effectuer ses services écosystémiques, il faut qu'il soit en bonne santé, il faut qu'il soit vivant et qu'il soit rempli de poissons et pas aujourd'hui rempli de déchets, comme c'est le cas aujourd'hui. On a par exemple les pêcheurs algériens qui, en 2010, ont pêché 60% de poissons pour 40% de plastique. Qui est quand même fou. Alors, vous avez justement contre-publié 109 mesures. Si vous deviez nous citer les 3 prioritaires, ce seraient lesquelles ? Il y a quand même la question de l'arrêt de la pêche industrielle, parce qu'aujourd'hui, la surpêche est définie par l'IPBES, donc c'est l'équivalent du GIEC, comme étant la première cause de disparition de la biodiversité marine. Et donc il faut effectivement encourager la pêche artisanale qui emploie beaucoup plus de personnes, qui a des méthodes qui sont beaucoup moins destructrices pour l'environnement et qui en fait font vivre les économies locales avec les restaurants, les criées, etc. Donc ça, c'est une grosse question à mettre en avant. Et donc effectivement, on publie ce contre-plan parce qu'il va y avoir un pacte pour les océans proposé par la Commission européenne au moment de l'UNOC. Et donc on propose ce plan à la fois à Emmanuel Macron, à la fois à la Commission, et qu'elle n'hésite pas à faire des copier-coller, à proposer certaines de nos mesures, parce qu'il y a aujourd'hui urgence, on est au pied du mur, les associations, les scientifiques ne cessent d'alerter. Et aujourd'hui, on considère que l'océan, puisqu'on ne voit pas ce qui s'y passe, parce que autant on a des vidéos choquantes de déforestation, parce qu'on a les caméras assez graphiques, autant dans l'eau, on a très peu de caméras, très peu accès aux destructions qui ont lieu. Et pour autant, c'est un enjeu extrêmement stratégique, y compris pour faire en sorte que l'océan soit au service de la paix, au service des populations autochtones, parce qu'on a quand même 50% de la population mondiale qui vit près des côtes, c'est 3,5 milliards de personnes qui dépendent directement des ressources de l'océan tous les jours. Donc on sait que l'océan doit vivre en harmonie avec les sociétés humaines, parce qu'on est très connecté à cet organisme, et aujourd'hui, on le détruit. Et le thème de la conférence est d'ailleurs accélérer l'action. Ça veut bien dire que rien n'a été fait depuis le dernier accord qui avait été ratifié en 2023. Est-ce qu'on peut espérer un accord de Nice cette année, comme l'accord de Paris finalement ? Il y aura peut-être un accord, mais il ne faut pas que ce soit comme toutes les conventions qui se sont succédées jusqu'ici, où il y a des belles annonces et puis rien, parce qu'on ne met pas les moyens à la fois de mise en œuvre, mais aussi les fonds. Donc souvent, c'est des annonces, tout le monde se tape dans le dos, on est content, il y a une photo de famille à la fin. Mais en fait, en termes d'action politique, il n'y a absolument plus rien. Et je pense que les citoyennes et les citoyens ne sont pas dupes. Et ces grands événements, c'est aussi l'occasion
d'organiser des manifestations, de montrer en fait qu'il y a une attente à la fois populaire et scientifique autour de cet événement, mais il ne faut pas avoir confiance dans nos dirigeants, il faut au contraire leur mettre la pression et montrer que nous, on ne lâchera rien et qu'on a conscience qu'on est étroitement lié à l'avenir de l'océan et que c'est l'occasion à ne pas manquer, que c'est maintenant ou jamais, et donc on espère que cette occasion sera saisie effectivement. À l'international, on va parler de Gaza, de la guerre à Gaza. Les images, les vidéos sont insoutenables. Votre groupe, LFI, n'a jamais eu peur d'utiliser le terme génocide. Effectivement, dès le jour 1, on dénonce ce qu'il se passe à Gaza et on pose les termes parce que c'est important de dire ce qui s'y passe. Maintenant, on passe à une phase où les mots ne suffisent plus, il faut des actes parce qu'on voit maintenant un alignement de plus en plus d'hommes et de femmes politiques sur les positions qu'on a tenues à la France Insoumise depuis le début, mais c'est beaucoup trop tard. Et donc il faut maintenant des actes, à savoir un embargo sur les armes, à savoir la suspension de l'accord entre l'Union européenne et Israël, parce qu'aujourd'hui l'Union européenne a un partenariat privilégié avec Israël. C'est le premier partenaire économique d'Israël, donc on finance directement le génocide à Gaza. C'est un tiers des armes européennes qui sont envoyées pour tuer des Palestiniennes et des Palestiniens. Et on a l'Union européenne qui nous annonce réviser cet accord. Mais réviser cet accord, ça ne veut pas dire le suspendre, ça ne veut pas dire l'annuler, ça veut dire que l'Union européenne va se pencher sur le dossier pour voir s'il y a des violations en termes de droits de l'homme à Gaza. Et ils ne l'ont pas encore fait d'ailleurs. Ils ne l'ont toujours pas fait, mais déjà c'est se moquer du monde au bout de 19 mois de génocide, de dire qu'ils vont commencer maintenant, aujourd'hui, à analyser la situation. Je veux dire, les rapports on les a, les images terrifiantes on les a, on parle d'un génocide qui est documenté, qui est visible sur les réseaux sociaux. Personne ne peut fermer les yeux sur ce qui se passe à Gaza. Tout le monde a vu les images d'enfants brûlés vifs, tout le monde a vu les images d'enfants qui ramassent avec leurs mains les corps de leurs parents, les morceaux de corps, je veux dire. Là, c'est une question d'humanisme de base. Et par exemple, on a au Parlement européen une chef d'État slovène qui est venue faire un discours devant l'hémicycle et qui a qualifié de génocide ce qui se passait à Gaza en disant « mais nous, on regarde en silence ». Et de fait, elle n'a pas été applaudie par les bancs de la droite et de l'extrême droite. Elle a même été huée. Et de tout son discours, ils ne l'ont pas applaudie, alors même que ce sont les premiers à dire que c'est important de respecter les institutions, de respecter les chefs d'État. C'est au nom de ça qu'ils applaudissent le fasciste Viktor Orban. Mais dès qu'une chef d'État pose le mot génocide, ils se taisent ou ils l'humilient devant tout le monde. Donc c'est dire aussi le degré d'inhumanité qu'atteignent nos dirigeants politiques face à la question à Gaza et qui cache très mal en fait un deux poids deux mesures, parce que sur l'Ukraine on est capable de poser les mots, on est capable de poser des actes politiques et d'instaurer un rapport de force. Mais sur Gaza, on est incapable de rien et on se rend donc complice, parce que notre silence, il n'est pas neutre, il est complice, et encore une fois, on est des partenaires actifs d'Israël et on n'a fait aucune sanction à l'encontre de Netanyahou et de son régime d'extrême droite. Alors vous êtes la Benjamin des eurodéputés français. Vous avez tenu une conférence de presse hier pour parler de votre première année de mandat, parce que ça fait 1 an que vous êtes élu. En 1 an, qu'est-ce qui vous a le plus marqué ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est vraiment la mainmise de l'extrême droite au Parlement européen, parce qu'on a évidemment une extrême droite qui est très forte en France, mais qui essaye de se lisser en portant des cravates et en cachant une partie de leur programme, en ne disant pas toujours ouvertement ce qu'ils pensent. Au Parlement européen, là, les masques tombent parce qu'ils assument ouvertement de dire que l'IVG est un génocide. Donc, ils ne sont pas capables de parler de génocide pour ce qui se passe à Gaza. Par contre, pour parler du droit des femmes, là, ils sont capables de poser de tels mots. Ils vont organiser des événements sur la remigration. La remigration, c'est la déportation de millions de personnes hors de l'Union européenne, et avec le Rassemblement national qui ont défendu la tenue de cet événement face aux élus de la France Insoumise qui ont dénoncé le fait que le Parlement accueille de tels événements avec de l'argent public pour en fait avoir des propos racistes, discriminatoires et qui ne devraient pas en fait avoir lieu au Parlement européen. Donc en fait, on se rend compte qu'on est à un poste de combat au niveau de l'Union européenne parce qu'évidemment, la gauche est minoritaire, mais on a notre rôle à jouer pour empêcher justement cette ascension de l'extrême droite et pour leur mettre des bâtons dans les roues à chaque événement pour faire en sorte qu'on ne normalise pas leur concept raciste. Et donc c'est en fait un mandat qui va être placé sous le signe de la lutte contre l'extrême droite, à la fois sur la question des droits des femmes, sur la question des droits des personnes racisées, mais aussi sur la question environnementale, parce que les premières mesures posées là durant ce mandat, c'est de détruire le pacte vert. Donc on a une alliance de la droite et de l'extrême droite pour accélérer les régressions environnementales et pour faire en sorte que les pesticides interdits soient de nouveau autorisés, pour que la loi sur la déforestation, son application soit repoussée. Donc on voit en fait aujourd'hui une alliance climato-sceptique, misogyne qui s'installe au Parlement européen. Et donc le rôle de la France insoumise, c'est de ne rien laisser passer là-bas.
Emma Fourreau, alors bon courage pour votre mission. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. C'était un entretien très agréable. Merci à vous. Merci beaucoup.